parle pour Charleville-Mézières. Pourquoi? Un papier pour le magazine, en dernière heure à écrire, cette nuit. On est parti ce soir, cette nuit, peut-être demain matin tôt, selon l'inspiration, pour le bouclage de demain au journal, Paris Match. Delphine Birka est grand reporter à Paris Match. Elle part couvrir le procès le plus médiatique de l'année, celui de Michel Fourniret et de sa femme Monique Olivier. Un couple criminel accusé d'avoir enlevé, violé et tué 7 jeunes filles. Un papier dans lequel je dois essayer de me mettre, de répondre aux questions que peuvent se poser en fait, les lecteurs. Donc c'est d'écrire les accusés, c'est d'écrire l'ambiance, c'est d'écrire la salle. J'ai le monstre dans sa cage face à ses accusateurs, face à ses victimes. Un match, on suit tous les grands faits divers. Oui, c'est le procès du siècle, donc il y a une histoire à raconter autour de ce procès. Et puis voilà, malheureusement, je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée de le mettre en avant de cette façon-là, mais c'est un personnage atypique, c'est un couple comme on n'en connaît pas. Donc c'est aussi un people, quoi, d'une certaine façon, mais un people certes horrible, mais et puis bon, je pense que le grand public a une fascination. Alors, est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'elle est malsaine, j'en sais rien, mais pour les grands criminels. Pour elle, comme pour ses confrères, c'est le début d'un marathon judiciaire et médiatique qui va durer plus de 2 mois. À la veille de ce procès fleuve au palais de justice de Charleville-Mézières, les chaînes de télévision assurent déjà des directs. Passe à 23. Ah ouais, alors là, ça prend du boudin. Oui, ça fait deux fois que je suis déjà en retard. 2 minutes. Ouais. Je suis avec l'invité là. Non, mais c'est moi qui suis en retard. Qui devait passer à 13, qui doit être à 23 en direct sur une radio et ils le prennent pas, quoi. Donc ça. Donc faut vraiment le prendre maintenant, sinon il s'en va. Hein? Ok, ça marche. Alors si ces avocats ont l'air à peu près sûrs que Michel Fourniret sera là demain matin présent dans le box des accusés à côté de sa femme, Monique Olivier, eh bien tout reste ouvert pour la suite du procès car vous l'avez compris, Michel Fourniret reste imprévisible. Du côté de Michel Fourniret, alors là, je vais vous dire, il y a des gens qui pensent qu'il pourrait y avoir des rebondissements. Je suis très pessimiste de ce côté-là. Mais en revanche, ce que ce procès risque d'expliquer, c'est le rôle réel de Monique Olivier. C'est-à-dire les ressorts psychologiques, les ressorts sexuels, les ressorts moraux de cette femme. Parce que... Alain Hamon couvre les faits divers depuis plus de 35 ans. Spécialiste du dossier Fourniret, auteur de 2 enquêtes sur ce couple criminel, il court les émissions de radio et de télévision en avant-première du procès. Mais j'ai à mes côtés Alain Hamon, qui le connaît par cœur, puisqu'il a travaillé des mois et des années sur lui. Vraiment, je crois que c'était un des échecs de la justice française. Il y a eu d'énormes toiles, si je peux m'exprimer ainsi, de fait d'énormes erreurs. Parce que lorsqu'il y a la première victime, Isabelle Laville, dans Lyon, Fourniret est sorti de Fleury-Mérogis où il a purgé une peine pour des agressions sexuelles et il s'installe là-bas officiellement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il n'y a pas un gendarme de Lyon, il n'y a pas un magistrat de cette région qui dit il y a des disparitions de jeunes femmes. Il y a une plus jeune encore, Isabelle Laville, qui vient de disparaître la dernière. Et puis là, dans le village, on a un type qui vient de sortir de Fleury-Mérogis il y a quelque temps, si on allait tout de même lui poser quelques questions. Voilà. Bon. Et l'histoire Fourniret, c'est ça. Et c'est ça pendant plus de 20 ans. Super. Voilà. Merci. Vous pouvez me réveiller demain matin, il n'y a pas de problème. Oui, même tôt, me lever heure de nuit pour me réveiller tôt. Oui, bien sûr. Oui. Donc 3 heures. 3 heures. D'accord. D'accord. C'est depuis cette chambre que la journaliste de Paris Match enverra ses articles. À quelques heures de l'ouverture du procès, Delphine Birka redoute le récit des crimes de Fourniret. C'est vachement dur sur un procès comme ça de rester hyper distancié. Là, ça va être particulièrement dur. Là, on va entamer surtout les faits, les différentes affaires. Bon, oui. Je crois que quand les médecins légistes vont passer, ou les enquêteurs vont nous raconter des détails, ou quand, comme c'est prévu, il va y avoir les reconstitutions qui vont être diffusées sur écran en vidéo, il y a des moments qui ne sont pas bien du tout quand même. Le
procès Fourniret s'ouvre. La ville de Charleville-Mézières, dans les Ardennes françaises, est déjà, pour ainsi dire, en état de siège. Les médias y sont présents, en nombre, pour le procès de celui que l'on présente comme l'un des plus importants tueurs en série jamais jugés en France. 3 heures avant le procès déjà, tous les journalistes sont prêts. Stéphane Durand-Soufflant est chroniqueur judiciaire au Figaro. Cet habitué des cours d'assises va tenter de décortiquer jour après jour le fonctionnement de ce couple. Les journaux, maintenant, malheureusement, ils cherchent des histoires qui soient immédiatement compréhensibles, frappantes et édifiantes. Donc le problème, c'est que sur un procès, sur une affaire comme Fourniret, c'est que c'est très compliqué. C'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre des gens comme ça. Donc voilà, moi je suis bien content de pouvoir rester. C'est un investissement financier pour le journal, humain, bon. Mais je crois que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. 400 journalistes, caméramens, photographes venus de 13 pays veulent tous un premier témoignage. Mais avec une vingtaine de familles de victimes, difficile de s'y retrouver. Et le prénom de M. Tumpong, c'est compliqué comme les gens. Non, de Madame Tumpong. Non, le compagnon plutôt de Maniana qu'on a vu. Ah, je ne sais pas, c'est un nouveau. Hein, le procès est public. Le tribunal a aménagé 3 salles pour assister au débat. 2 par retransmission vidéo et la salle d'audience. C'est dans ce box, à l'épreuve des balles, que prendront place Michel Fourniret et Monique Olivier. 40 places seulement ont été réservées à la presse. C'est ce magistrat, Christophe Aubertin, qui va attribuer les badges pour entrer dans la salle d'audience. Les négociations sont âpres, car tous les journalistes veulent être à l'intérieur. Les radios et les télévisions belges sont venus en nombre. Combien pour les Belges? Combien de places pour les Belges? 10 places pour les Belges. 10 places. Alors si tu veux aller dans la salle, il faut faire des regroupements. Eh bien, on fait un groupement avec la radio, non? Avec la RTB, avec la VRT. Je trouve qu'au niveau de l'atmosphère du procès, c'est mieux d'être dans la salle principale, parce qu'ici tout va être rendu sur un écran, mais un écran ne fait pas passer les sentiments. Donc je crois que ce serait mieux pour nous, en tout cas en télévision, de pouvoir décrire ce qui se passe dans la salle de la cour d'assises même. Mais comme les places sont restreintes, le nombre de places est restreint, il faut discuter et négocier pour avoir un strapontin, quoi. En fait, c'est cela. On va voir ça. Pour l'instant, on a donné la préférence aux Français et aux Belges. C'est un choix que j'assume, hein. On peut me critiquer là-dessus, mais c'est un procès franco-belge. J'ai donné la priorité aux Français et aux Belges. Bon, mais quand même, le début du procès, c'est quand même important aussi pour l'étranger. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas la Belgique et que la France. Est-ce que vous avez prévu de faire la question primordiale, les accusés qui seront dans les box, M. Fourniret et Mme Olivier, qu'en est-il? Eh bien, s'ils se trouvent dans le box, c'est qu'ils auront accepté d'être filmés. D'accord. S'ils ont refusé d'être filmés, ils n'y seront pas. Au moins, ça sera avantageux. Voilà. Dans quelques minutes, Michel Fourniret va arriver sous haute protection policière. Les photographes et les caméramens ont déjà choisi leur place pour la photo du tueur. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va le faire avec ça? La concurrence est rude. Alain Hamon, qui dirige une agence de presse indépendante, rejoint Hervé, son photographe. Je crois que, ouais, il y a du monde. Oui, on s'en fout qu'il y ait du monde, on s'en fout. Remarque, cela dit, c'est vrai que c'est pas une mauvaise position. On les prend dans la filade, en fait, ils sont positionnés au milieu de la voiture. Et puis comme il y a le virage, ils sont pas obligés de prendre à fond les ballons. 35, on ouvre, plus 1. Ah bon, non, lâchez-moi. Pas devant. Ça va vite, hein. Faut le savoir. Bingo. Hervé et Alain Hamon savent qu'ils pourront vendre cette photo. J'éclaircis un Ah, poil. yes. Avec entre le contre-jour, avec la lumière qui vient de l'autre côté. Entre le bord de la portière et le flic. Mais la cune, elle est pas bonne. Elle est pas utilisable? Non. Tu vois? Elle est floue, j'ai pas pu m'approcher assez près. Vous avez pas le droit de toucher, rien. On est sur le trottoir, regardez. Si on est là, on fait ça, on peut travailler là. Si vous avancez, vous mettez là, comment on fait là?
On peut plus. Les cheveux mouillés. Le chroniqueur du Figaro, Stéphane Durand-Soufflant, est aussi président de l'association de la presse judiciaire. Mais les jurés, on n'a pas le droit de les filmer. Bah non, ils vont les filmer, alors c'est les jurés, on n'a pas le droit de les filmer. Donc déjà, c'est lui qui a négocié avec les magistrats les conditions de travail des journalistes pendant tout ce procès. Il faudra dire à M. Aubertin, il faut être très très vigilant sur les problèmes de capture d'image sur les écrans de retransmission et que si en cas, il faut qu'il y ait des menacés d'enlever les accréditations. Ah ben de toute façon c'est automatique. Hein. Ouais. Après ça retombe sur tout le monde. Tout à fait. En France, il est interdit à la presse de filmer les débats. Donc les seules images du procès et des accusés sont faites à l'ouverture de l'audience. Derrière une escorte de moto, Michel Fourniret dans une première voiture et puis Monique Olivier dans une seconde. Quatre équipes télé, c'est bon? Ils s'organisent entre elles et les photographes entre eux. Hein. D'accord. Mais il faudra peut-être que les photographes s'organisent aussi. Ah bah ils s'organisent, ils peuvent le faire. On va prendre des notes. Pendant une dizaine de minutes seulement, quelques photographes et caméramens vont être autorisés à filmer les accusés. C'est le pool. Ils devront fournir leurs images à tous les autres. Mais tout le monde veut entrer pour voir Michel Fourniret et Monique Olivier dans leur box. Mais là, on s'est poulé, nous, en format. On n'a pas le même format que vous. Ah, mais tu récupères l'image au cul du quart de France 2. Dans le format que tu veux. Il n'a pas de camion, il n'a rien. Ah bah oui, mais enfin bon, je veux pas non plus. C'est au camion de France 2. Tu te le récupères, je te... Malade. Quand la meute est là, il faut être là. C'est clair. La meute, elle peut t'apporter que des emmerdements, parce que la meute, elle se nourrit elle-même de ce qu'elle entend. C'est-à-dire que quand tu as un type qui dit une connerie, la connerie, elle est multipliée par 50, elle arrive au bout. Si tu vérifies pas, si tu fais pas attention et tout, tu y vas gaiement et tu racontes n'importe quoi, ou tu vas sur n'importe quel point de chute, tu vas... Voilà. Alors, les Belges nous reprennent. Pardon? Non, Allons, BFM TV, pardon, j'ai compris, d'accord. Un quart d'heure seulement pour réaliser les seules images du procès avant que la porte ne se referme définitivement. Dans le box blindé des accusés, Monique Olivier est seule. Michel Fourniret, lui, a refusé d'être filmé. Au premier rang, les familles des victimes. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, j'ai autorisé pendant quelques minutes nos amis de la presse à filmer et photographier. Pour cette raison et pour respecter la volonté de Michel Fourniret de ne pas être photographié, il rentrera dans la salle après la fin des prises de vue. Alors, après l'autorisation de filmer que j'ai accordée, l'interdiction ensuite de filmer par tout moyen, je n'hésiterai pas une seconde à expulser toute personne qui contreviendrait à ces instructions et également retrait immédiat de l'accréditation. Donc, si vous voulez bien, nous allons commencer à travailler. François, tu pourras refaire une lecture après, de nouveau, parce que les Anglais n'étaient pas prêts là. Alors que l'audience du matin n'est pas encore terminée, les télévisions envoient les premières images. Je vais voir ta collègue. Tu les as données? Non, c'est pour elle. Ok, merci. Merci. Au terme de cette première journée, Michel Fourniret a enchaîné les provocations en demandant le huis clos. Il refuse de parler en présence des journalistes et du public. C'est pour ça que j'ai mis des numéros. Donc il encourt la perpétuité avec une période de sûreté définitive, donc c'est normal qu'il assiste au procès. Que Fourniret, il l'appelle Fourniret. Que Fourniret la refuse par lâcheté. Toujours bien, ça les avocats généraux qui disent à l'accusé qu'il est lâche. Ça les grandit, ça, je trouve. Non, faut pas lâcheté. Et après, il se... Directement à Fourniret, il lui dit « Arrêtez une fois pour toutes vos pitreries grotesques ». C'est là que je suis arrivée. Et ben voilà, c'était le meilleur. Hein. Oui, voilà. Moi, je travaille pour un média belge. L'affaire Fourniret en Belgique, ça a quand même toute son importance. D'abord, ça éclate juste après l'affaire Dutroux. En tout cas, dans l'ampleur, au lendemain du verdict de l'affaire Dutroux, on apprend que
que Monique Olivier commence à faire des révélations. Donc c'est un petit peu le Dutroux français quoi, pour nous. T'as tout shooté? Qu'est-ce qu'il te faut? La télévision belge RTBF multiplie les éditions spéciales avec Marie-Pierre Deguet. C'est la chroniqueuse judiciaire de la chaîne. Michel Fourniret a affiché quelques mots contre la vitre pare-balles qui l'isole de la salle. Sans huis clos, bouche cousue, donc Michel Fourniret ne souhaite pas s'exprimer si on ne déclare pas le huis clos. C'est très choquant, vraiment. Je sais pas, mais je pense qu'il est complètement en dehors des réalités. Enfin, comment peut-il encore, après autant d'actes commis, de victimes, de meurtres, de viols, enfin de crimes, excusez-moi, mais comment peut-il encore oser imposer sa loi, ses conditions, enfin, franchement, je trouve que c'est un délire, mais je ne vais pas dire ça à l'antenne. Donc, seconde surprise, Michel Fourniret a remis un parchemin qui ressemble à celui-ci au président. Le président et les assesseurs vont-ils décider, oui ou non, de lire ce fameux document? Les journalistes veulent tous des explications sur ce parchemin. Maître Blocco, l'avocat de Michel Fourniret, est assailli de questions. Est-ce que vous savez ce qui est dans la déclaration de M. Fourniret? Je l'ai déjà dit, non seul le président le sait, puisque c'est lui qui a le parchemin. On en connaît certains passages, mais pas tout. Vous étiez au courant du papier qu'il a montré au début? Par rapport aux reconstitutions, je trouve qu'il a Il est mieux, ouais. Il a reperdu du poids, de trucs et tout. Il présente plutôt mieux, je pense. Mais alors, attends. S'il reste en faisant ça, c'est intenable. Non, mais c'est impossible. Et pour les familles, ben voilà, c'est un document qu'il a remis au président, une espèce de rouleau avec une faveur rouge autour. Et puis il a dit, Monsieur le Président, je vous demande de lire ça aux familles des victimes. Voilà. C'est ce qu'il avait annoncé ces dernières 48 heures. Donc il l'a fait, il fait du Fourniret. Ah bah, professionnellement et journalistiquement, et encore en plus en magazine presse écrite, forcément c'est un document intéressant. Je veux dire, si je l'avais entre les mains, j'en ferais faire des contre-types par mon photographe immédiatement, c'est clair. Un document de ce type ne doit pas circuler. Or, quelques minutes plus tard, le parchemin apparaît dans le hall du palais de justice, aux mains des journalistes. Il y a un passage intéressant, où il reconnaît les crimes, les viols, les crimes. C'est un vrai compagnon à un an. Là, il est toujours sur le côté. Et sur Paris, je verrai seulement au devoir de ne pas verser l'illusion les familles Mouzin, Domès et Paris. Ah, c'est pas mal. Ouais. Officiellement, personne ne sait qui a transmis ce document. Il y a un détricotage toujours, ces paroles, sans vous les écrire. L'avocat général Francis Nachbar est furieux. Il alerte aussitôt le président de la Cour. On pose la question, regarde, ils sont en train de photographier, c'est complètement illégal, on n'a pas donné la lecture. Je ne dis rien, je ne dis rien parce que... Je dis que c'est complètement illégal, c'est tout. Et quel est votre pouvoir? Qu'est-ce que vous pouvez faire vous? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, mais... Le secret est dévoilé. Désormais, même l'avocat de Michel Fourniret montre le parchemin. À ce moment, aucune famille de victimes n'a encore lu cette lettre de 7 pages que les journalistes connaissent déjà tous. Tu vous faites ombre, les mecs, c'est pas bon, la lumière passe pas, déjà pas. Ce qui est certain, c'est qu'avec le nombre de journalistes au centimètre carré, penser qu'un document pareil pouvait sortir de la salle jusqu'au cabinet d'avocat sans être lu entre-temps, c'était bon, illusoire. On ne peut pas se contenter de faire un travail de greffier. Je pense quand même que nous, on a au minimum le devoir de mettre autour une petite paroi pour dire au lecteur, attention, vous lisez du Fourniret brut dans le texte, attention, réfléchissez bien, il ne faut pas prendre ça au premier degré, ce type est un manipulateur, c'est évident. Il dit, plus loin, je n'ai pas d'autre choix que de dire aux familles, faites l'impossible pour pouvoir venir me cracher au visage, c'est bien le moins que je vous dois. C'est de la pure provocation, c'est extrêmement pervers, parce qu'évidemment les victimes ne peuvent pas venir lui cracher au visage. J'aurais un peu la conscience tranquille, je me serais dit, ok, le Figaro a donné ce texte à ses lecteurs, mais au moins, il l'a accompagné d'un avertissement, quoi. Attention, ça se lit pas, c'est pas du Rimbaud, contrairement à ce qu'il croit. D'ailleurs, c'est pas terrible hein, comme style, mais il tient pas longtemps la qualité.
Tous les jours, les télévisions belges diffusent au moins 15 minutes de reportages et d'analyses sur ce procès qui passionne leur public. L'histoire Fourniret les replonge dans l'affaire Dutroux. Montrez-moi vos mains. Ce criminel pédophile qui a traumatisé le pays. Celles qui ont étranglé le cou de ma fille. Pour eux, ce procès de Charleville-Mézières est aussi une manière de réparer les excès médiatiques de l'affaire Dutroux. Je fais très clairement d'autocensure, je refuse de donner des détails morbides, des détails sanguinolents, des détails d'agonie d'une victime. Je refuse totalement. D'abord, je trouve que c'est pas leur rendre un service, c'est surtout un très mauvais service à rendre à des personnes psychologiquement dérangées qui verraient dans ma description un moyen peut-être même de frapper. Donc j'essaie de ne pas donner trop de détails. En fait, moi, c'est vraiment l'apparition de la main, quoi. Quand j'ai vu sa main complètement disproportionnée, énorme, quoi. Tu vois, des mains d'étrangleur. Et jusqu'à ce que tu vois la main, j'apprenais pas le côté monstrueux du mec. Tu vois, je cherchais des signes au physique, à la façon de se tenir. C'est un petit mec gringalé, tout le sang veule. Genre de mec, tu sais, on lui fout un poing sur la gueule, il est du genre à se rouler par terre, mais pas à rendre le pain, tu vois. C'est exactement... Bon. Et là, tu te dis, bon, et là, le coup de la main, d'un seul coup, ça te fait froid dans le dos. C'est des choses qui sont comme ça, ouais, c'est du subjectif, quoi, c'est du ressenti. C'est la deuxième semaine du procès. Les cas des 7 jeunes filles violées et assassinées vont être examinés un par un. Isabelle Laville est la première jeune fille tuée en 1987. Elle a 17 ans. Son père, Jean-Pierre Laville, va parler pour la première fois à l'assassin de sa fille. Il attend ce moment depuis 20 ans. Non, mais là, je t'avais expliqué que le papier arriverait tard. J'ai besoin, moi, d'avoir son comportement, de le voir là ce matin pour finir le portrait, tu vois. Du descriptif, l'ambiance, Fourniret dans le box, Monique Olivier, la salle. 2 heures plus tard, l'audience est suspendue. De façon qu'on sache définitivement... C'était dur, très dur. On a eu le père, la mère et la sœur d'Isabelle Laville. Et ce qui est dur, c'est qu'ils sont formidables. Ils arrivent à se retenir. Ils ont interpellé directement Fourniret, qui a été abject, qui leur a retourné, encore de demander pour lui le huis clos. Pour refuser, évidemment. C'est toujours très éprouvant. On est habitué en même temps. Virulent, c'est normal. Vous ne pouvez pas rester impassible devant Fourniret. C'est lui, il a avoué qu'il a assassiné votre fille. Vous ne pouvez pas le regarder en face en pensant que tout le mal qu'il a pu faire, malgré qu'il a dit à la reconstitution qu'il n'avait pas fait de mal. Les familles disent toujours la même chose, en fait. C'est une espèce de récit un peu... à la fois stéréotypé et en même temps chaque fois très très émouvant sur la disparition. Toujours l'impression que la porte allait s'ouvrir et qu'elle allait revenir. Voilà. Donc, je vais aller prendre l'air un peu là. Hein. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci, monsieur. Je vous remercie. Merci, Bon courage. Bon courage. Jean, c'est Stéphane. Ouais, ça va, c'est suspendu là. Ouais, c'est du bon. Hein. C'était les parents d'Isabelle Laville. Ils sont tous adressés à Fourniret, qui lui continue à dire qu'il parlerait qu'à huis clos. Affreux bonhomme. Mais c'était vraiment un moment. C'est les trucs à couper. Ouais. Truc extraordinaire. Bon, écoute, je pars sur 2,5. Et puis voilà. En cette 3e semaine,
Monique Olivier, co-accusée dans ce procès, revient au centre des débats. A-t-elle participé au meurtre? Était-elle sous l'emprise de son mari, comme elle le prétend? Pourquoi votre cliente est-elle aussi prudente avec Michel Fourniret? Pourquoi elle ne lui dit pas « tu mens » Elle a peur de quelque chose? Ah mais attendez, Michel Fourniret, vous avez vu hier quand il a hurlé? Vous étiez là quand il a hurlé, Michel Fourniret? Oui. Si vous étiez là, vous avez pu voir un petit peu la force. Ça dure quelques secondes, hein, ça dure 5 secondes. Il se lève, il hurle, il se rassoit. Et je peux vous dire que tous les gens dans la salle ont eu la chair de poule. Et pourtant, il y a le GIPN autour. Alors maintenant, vous êtes Monique Olivier, vous êtes dans son état d'esprit. Et Michel Fourniret vous regarde dans les yeux et vous dit « c'est terminé ». Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je n'ai pas d'autres commentaires. À quelques mètres de l'avocat de Monique Olivier, celui des parents d'Isabelle Laville. Lui n'accorde aucun crédit aux déclarations de Monique Olivier. Il n'y a aucun des éléments de ce dossier qui ne permettent de dire qu'elle agit comme une automate. Lors du kidnapping, du viol et du meurtre d'Isabelle Laville, elle a eu à 5 reprises la possibilité de sauver Isabelle Laville. Il n'y a aucune trace d'émotion dans son visage, il n'y a pas une larme qui coule, il n'y a pas un véritable geste de compassion, ce ne sont que des paroles. Alors les gars, vous qui n'avez pas de cœur. Elle va pas tenir le choc. Je trouve Monique, que la femme, elle a été très bonne là, quand elle s'adresse à Monique, vous n'êtes pas une maman. Et alors, qu'est-ce qui te dit qu'elle va pas tenir le choc? Elle n'a pas eu un cil qui a bougé. Non, elle n'a pas un cil qui a bougé. Elle a regardé la photo, elle, un peu. Ouais, mais très peu. Je veux dire, elle ne bouge pas. C'est pas bête sans regarder la photo. Moi, dans mon direct, je crois que je ne parlerai pas ni des lettres, ni des témoins. En tout cas, pas d'un témoin en particulier qu'on a vu aujourd'hui ou cet après-midi. Tu parles de quoi? Alors, je te dis... Donc Monique Olivier et Michel Fourniret ne parlent pas. On a... Si, elle tente. Hein. Elle dit rien du tout, arrêtez. Elle fait semblant d'essayer. Ça, c'est ton sentiment personnel. Elle ne répond pas, dit. Elle essaye. Elle essaye. Elle collabore. Je n'ai pas donné mon intime conviction. C'est comme un enquêteur. Il n'a pas donné son intime conviction. Il a à relater les faits. Oh, bon, je trouve qu'elle ne collabore pas. Moi, je trouve qu'elle répond. C'est pas mon intime conviction, c'est dans les faits. C'est toutes les questions sur les lettres posées par les avocats ce matin, elle n'a pas donné une seule réponse. Ouais. Monsieur, je comprends pas bien votre question. Oui, mais elle répond sur certains points. Elle va peut-être pas répondre comme il faut sur tout, mais elle va répondre sur certains points. Quand on lui demande la question, est-ce que vous savez d'autres choses, elle dit non, je vous ai tout dit. Donc là, pour moi, c'est une réponse. Oui, ça c'est une réponse. Ah oui, c'est une réponse. Moi, ce que j'ai vu des lettres ce matin... Parce qu'elle dit... Oui, ça oui, c'est une réponse. Ah, d'accord. Oui. Ce matin, dans leur salle, les journalistes de toutes les radios sont d'accord sur Monique Olivier. Tes regrets, ça te fait coincer surtout, non? Oui, enfin c'était... Non, franchement, moi ça m'a pas... Non, oui, mais elle regrette 4 secondes, quoi. Ouais, c'était surtout, je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Plus tôt, voilà. Plus tôt, hein. Ouais. Oui, bon, c'est Chloé à parler. Pendant 3 heures, pressée de questions, Monique Olivier a détaillé presque minute par minute le scénario de l'enlèvement, du viol et du meurtre de la jeune Isabelle Laville. « J'étais un automate », tente de se justifier Monique Olivier, qui penaude, les yeux dans le vide, concède finalement. Hélas, tout cela est vrai et ma place est bien en prison. Fait exceptionnel aujourd'hui dans cette première moitié du procès, la cour quitte la salle d'audience pendant 1 heure. À l'extérieur, sur le parking, le tribunal va examiner la fourgonnette utilisée par Michel Fourniret pour enlever les jeunes filles. C'est la seule fois où Michel Fourniret sera à l'air libre. La sécurité est maximale. Interdiction pour les médias de faire des images. Est-ce que les journalistes sans caméra peuvent passer là ou pas? Non plus. Non. Absolument pas. Non. Même avec le badge de presse. Non, mais sans les caméras. Pourtant, Hervé, le photographe d'Alain Hamon, a déjoué le dispositif. Le truc, c'est qu'ils ont garé la fourgonnette, en fait, juste devant le sas. À mon avis, ils vont juste rester dans l'ombre du sas d'accès, en fait. Et là, c'est... Là, ça y est, ils sont en train d'ouvrir la porte du sas, où il faut rentrer Fourniret. Moi, je vois rien du tout. Là, j'ai des hautes têtes. Et ça va se passer comme ça, putain.
C'est l'horreur. Je fais quand même un essai pour voir. Là. À mon avis, Fourniret, il va arriver de par ici, mais c'est le Schwartz total, là. Et le seul endroit où on pourrait voir, ça serait à l'opposé, dans ce bâtiment-là, peut-être. Donc là, il y a encore une grosse demi-heure. Oui, bonjour, Lucette? À la fenêtre. D'accord, oui, si vous pouvez passer, juste ouvrir, enfin, passer le bras à la fenêtre. Ah oui, là-bas, d'accord. Et vous, de votre place, vous voyez bien, là, le fourgon qui est devant le fourgon blanc, devant le sas où Michel Fourniret rentre le matin? Je vous remercie beaucoup. À tout de suite. C'est ouvert, en fait? Un angle, Saloperie. Ouais. Foutu le fourgon, là. C'est mort de chez mort. Ils font un rempart de véhicules de CRS et de police, alors c'est l'horreur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Je suis photographe. Je voudrais essayer de faire Michel Fourniret quand il regarde le cul de son camion. Je te vais sortir, hein, mais parce que c'est vous. Juste... Tireur d'élite en position. Sur le toit. Oh, il y en a partout. Il y en a même un là. Des tireurs d'élite pour éviter que Michel Fourniret ne soit abattu. C'est hallucinant. Pourquoi est-ce qu'ils nous emmerdent alors qu'ils sont tous sur le balcon et qu'ils le savent? Ben, c'est parce qu'ils sont dans des propriétés privées qu'ils ne peuvent plus aller les chercher s'ils sont pris trop tard. Mais alors, je peux te dire que, à mon avis, ça fait 3 images. Hein. Ouais, je sais, c'est pour ça aussi qu'on se casse pas le cul. Non. Regardez. C'est idéal comme place, mais... Ouverture de la porte arrière. J'essaye de faire le point à travers les arbres, ce qui est... Bon, Fourniret toujours pas visible, mais je suppose qu'il est dans le sas. Pour l'instant, c'est les familles de victimes qui vont voir l'arrière du camion. Et je l'aperçois même pas. Hein. Ils vont pas le sortir jusqu'à l'arrière, c'est fou. Légalement, j'ai le droit de la faire, mais pas de la diffuser, voilà, parce que puisque c'est la cour qui se déplace, maintenant, c'est est-ce qu'un magazine peut prendre en charge le procès qui va suivre la diffusion de cette image, si toutefois il se passe quelque chose. Ah, ils repartent, hein. Voilà, c'est fini. Mais là, ils avaient bien prévu leur coup, ils le laissaient bien dans le noir, et puis comme ça, ils prenaient pas le risque de se retrouver demain dans la presse avec des images de Michel Fourniret autour du camion, entouré des familles. Un autre photographe, qui veut rester anonyme, a réussi la photo de Michel Fourniret derrière sa fourgonnette. À partir du moment où j'ai capté que c'était lui, ça a duré 10 minutes et j'ai fait 150 photos. J'ai pas vu tout de suite qu'il était là en fait. Il n'est pas sorti plus, en fin de compte. Donc tant que tu le vois, bah tu fais des photos, quoi. Est-ce que j'ai le droit de la diffuser? Ça, c'est autre chose. Je suis pas sûr, en fin de compte. Tant pis, mais non, je pense. C'est moins grave que de faire une photo de l'écran dans la salle d'audience, hein, je pense. Justement, une photo volée va créer la polémique au palais de justice de Charleville-Mézières. C'est la caméra qui est... la caméra derrière. Mais tu l'as vu? Ouais. Ah, tu l'as? Oh, merde. Oui, non, là, maintenant, ça va être la fouille et tout le tralala. Oui, non, ça, c'est écrit. Bon, on va dire merci à Paris Match. Il faudrait tuer la jeune victime. T'es au courant de la photo publiée par Paris Match? De... Non. Prise dans la salle d'audience? Non, c'est pas ça. Si, dans la salle vidéo. C'est pas bon, parce que ça, c'est un coup. Est-ce qu'ils ferment la salle vidéo, terminé, tout le monde dehors, et puis plus de... Mais je croyais que finalement, ils y avaient renoncé, mais bon. C'est quoi? Faire des tours d'imbéciles. Mais ça sert à rien alors qu'ils ont déjà la photo de lui de profil. Non, pas dans la salle d'audience, mais si c'est pour avoir une photo de lui. Non, c'est pas pour avoir une photo, c'est pour avoir la gueule de Fourniret dans la salle d'audience. Voilà.
Alertée, Delphine Birka, l'envoyée spéciale de Paris Match, va chercher le journal. Et vous avez Paris Match, je vois pas? Oui, attendez, je vous donne le dernier qui se trouve ici. Ah, vous avez tout vendu? Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais la Cour est venue acheter les derniers stocks de Paris Match qui me restaient. Ah d'accord, je comprends. Apparemment. Effectivement, Fourniret dans son box. Une photo visiblement qui est interdite. Alors je ne sais pas où elle a été prise, je pense que c'est une captation d'écran. Ça va faire du bruit. C'est un classique, hein, mais bon. Et pour vous, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est pour moi, j'ai pas de risque. Hein. Mais c'est plutôt pour le journal. En fait, Delphine Birka commence à s'inquiéter. Bonjour. Bravo. Bravo. Ouais, j'ai vu. Ouais. En plus, pour un truc merdeux. La photo est mauvaise. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de se... Oui, je viens de passer au marchand de journaux qui m'a expliqué qu'ils allaient tout rafler. C'est tout acheté. Le problème, c'est qu'ils risquent d'enlever la crédit à Match. Hein. Bah écoute, voilà, après c'est à moi de me débrouiller comme une grande, hein. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que c'est pas des méthodes. Nous, on se casse le dos toute l'année à négocier, tu vois, pour les journalistes. En plus, enfin voilà, enfin bon, c'est tout. C'est vrai que c'est à eux de faire en sorte de faire respecter le. On a envie de vous l'ordre, demander tout si ça, c'est totalement délibéré la publication de cette photo dans votre magazine. Écoutez, moi je suis journaliste, je suis procès comme vous. C'est la direction de la photo et la maquette qui a fait son choix pour monter les pages. Hein, donc c'est à eux qu'il faut leur demander, c'est pas à moi. Moi je choisis pas les photos. Hein. Vous étiez au courant? Non, je n'étais pas au courant. Merci. Il est où, Bertin? Oui, c'est quand même amusant de voir que c'est une photo interdite, mais vous voulez tous la filmer quand même. On va... Il y a une double page. Parce que je trouve ça assez amusant quand même. Ça va devenir un fait d'audience. Le problème, c'est que là, ça va devenir... ça devient un fait d'audience. Oui, c'est toujours comme ça. S'ils en parlent pas, on la diffuse pas, et puis voilà. Faut que ça soit significatif. L'affaire va remonter jusqu'au ministère de la Justice. Je vais vous poser une petite question vite fait. C'est plutôt une photo volée, non? Bah, écoutez, photo volée ou pas, en attendant, il y a des services de sécurité, il y a des gendarmes dans les salles qui sont censés faire la police pendant les audiences. Donc les magistrats, tu vois, se sont mis en cadre pour qu'on puisse rentrer avec les trucs et du coup, bingo, quoi. Voilà, si tu veux, ça serait bien retombé sur la gueule. Et qu'à partir d'aujourd'hui ou de lundi, tu vois, ce serait interdiction portable, interdiction, je pense qu'on ne travaillerait plus dans les salles d'audience et voilà. Bonjour. En pleine discussion avec Delphine Birka et Hervé, son photographe, Alain Hamon dénonce l'hypocrisie de ses confrères. Ce que je ne supporte pas, c'est même pas les leçons de déontologie, parce qu'on en a à chaque fois. C'est pas ça. Ce que je ne supporte pas, c'est certains d'entre nous qui disent des trucs du style « Ouais, c'est même pas une info, c'est même pas une photo, tout le truc et tout. » Sauf que si Fourniret avait accepté de se faire photographier dans le dos, tout le monde se serait précipité pour le faire et tout le monde l'aurait passé en disant « C'est la photo du procès. » Donc ça va, quoi, je dis. Ce matin, un hebdomadaire a publié une photographie de Michel Fourniret en violation de la loi et en dépit des instructions très claires qui avaient été faites. Il a donc été décidé que l'accréditation délivrée à ce média serait retirée. Je vous remercie. Michel Fourniret face à ses juges, c'était la photo de ce procès. Le symbole du tueur en série qui répond de ses crimes. À la rédaction de Paris Match,
De tout temps, les faits divers ont fait la une de l'hebdomadaire. Ici, les murs sont tapissés de photos de grands procès et d'accusés dans leur box, considérés comme des documents historiques. Aujourd'hui, la publication de telles photos d'audience est interdite. Le directeur de Paris Match assume le choix de cette image de Michel Fourniret. Cette photo, on a décidé de la montrer parce qu'elle illustre, elle reflète à merveille ce qu'a été le mutisme de Fourniret. Son attitude même fait problème. C'est-à-dire cette attitude de repli, de refus, de mutisme complet, c'est ce que montrent ces photos. Alors elle n'est pas bonne, elle est floue, elle n'a pas un grand intérêt visuel. Peut-être qu'elle restera dans l'histoire, on verra bien dans quelques années quand les historiens referont le procès Fourniret. Mais en tout cas, on a considéré qu'elle avait une valeur informative. C'est vrai qu'il y a une partie de la presse qui nous a suivis, qui nous soutient. Il y en a une autre qui ne se rend pas compte que c'est à terme ses libertés à elle qui sont menacées. 6e semaine du procès, Michel Fourniret promet enfin de parler. Ses 2 premières femmes et ses enfants sont venus le lui demander à la barre. Une grande partie des médias qui avaient délaissé le tribunal de Charleville-Mézières revient pour entendre Michel Fourniret. Pour Paris Match, Delphine Birka est de retour. Elle a récupéré son accréditation. Mon nouveau badge récupéré. Son journal a adressé une lettre d'excuse au tribunal, qui a décidé de ne pas poursuivre. Putain, c'est hard. Oui, là, ça devient un pisse complet, tu vois, dans les détails. C'est terrible. T'as vu, Madame Laville, elle a filé, quoi. Au bout d'un moment, elle en pouvait plus. Ouais. Il est tellement pervers qu'il peut pas tout d'un coup dire bon, j'arrête tout ce cinéma, je vais vous dire la vérité. Oui, c'est affreux ce que j'ai fait. Je demande pardon, c'est pas possible. Il faut pas oublier ça. S'il était capable de se comporter normalement, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. C'est le moment où j'évacue tout le stress de l'audience et les traumatismes. C'est choquant pour tout le monde d'entendre certaines choses. C'est-à-dire qu'il fait le show qu'on redoutait au départ, c'est-à-dire mais ce que je comprends pas, c'est qu'il alterne les détails techniques et sordides. Il se compare à un braconnier qui ne savait pas ce qu'il allait ramener, si il allait ramener un faisan ou un garenne. C'est affreux. Et en même temps, c'est bien lui, quoi. Il y a un côté froid et calculateur, par exemple. Dans la chronique, il y a une notion de subjectivité plus revendiquée, c'est-à-dire que dans un compte-rendu d'audience. Je me suis fixé aucune limite et l'expérience montre qu'en général, c'est pas en décrivant précisément les choses horribles qu'on restitue le mieux l'horreur. C'est beaucoup plus... en général, c'est souvent beaucoup plus frappant quand on laisse deviner au lecteur ce qui s'est passé. On touche toujours très mauvais. C'est plutôt bien, ça évite de devenir désagréable. Quand demain je lirai pas le Parisien, Olivier, je dirai merde, c'est ça qu'il fallait mettre. J'ai pas mis ça. Bon, je le sais. Et tous les jours, c'est comme ça? Tous les jours, c'est affreux. Michel Fourniret n'aura parlé que pendant 3 jours, sans rien apprendre aux familles des victimes. Puis il s'est tu, après une colère contre un avocat. Au terme de 2 mois de débats, de dizaines d'auditions d'experts et de témoins, après les plaidoiries de 14 avocats, c'est enfin l'heure du délibéré. Les discussions doivent rester secrètes. Les jurés sont enfermés pour la nuit, dans une caserne à l'abri des regards. Mais jusqu'à 23 h, des journalistes tentent de les apercevoir du portail. Alain Hamon et son photographe, eux, utilisent une autre méthode. D'après ce que j'ai cru comprendre, un camion. Et le foyer bar, c'est là, tu vois. Là où ils vont fumer, c'est ça. Je voudrais pas dire, mais je vois pas beaucoup de lumière. Et que dalle.
Ils ont déjoué la surveillance policière pour passer à l'arrière du bâtiment. Ils veulent tenter un dernier coup, la photo des jurés, de nuit, en pleine délibération. Les moustiques. Mais à 23h30, les jurés sont déjà couchés, la photo ne se fera pas. PH, je te propose un recul le long de la haie, là, celle où il y avait les ordures. Ouais. J'ai mal aux genoux. Après 9 semaines, ce procès laisse à Alain Hamon un goût d'inachevé. Et ben voilà, le procès se termine demain. Ils vont être condamnés tous les deux. Et demain soir, après qu'ils aient été condamnés, moi je ne saurais toujours pas qui est Monique Olivier. Voilà. Et là, il y a un sentiment de frustration assez fort quand même. Moi j'estime que c'est Fourniret qui a mené ce procès de bout en bout. Qui a manipulé ce procès de bout en bout. Et ça aussi, c'est quand même une sorte d'échec. Le moins qu'on puisse dire, quand on suit le dossier depuis 5 ans, c'est que, et quand on sait ce que Fourniret a été capable de dire, de se dédire, de redire, de mal dire, de médire, on sait très très bien que Fourniret, il est capable de tout et de son contraire et de dire les pires mensonges. Donc, je veux dire, il n'est pas crédible. Fourniret, il n'est pas crédible. Il n'aurait jamais dû être crédible, même pendant l'audience. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on l'a quand même écouté, on a rapporté ses propos. Donc, ouais, il nous a manipulés aussi, oui. Peut-être pas tout le temps, mais parfois, il nous a manipulés. Bien sûr. Ce sont les dernières heures d'un procès hors norme que nous vivons pour l'instant. Hors norme, pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de crimes qui va être jugé, 7 assassinats et 3 enlèvements. Un procès hors norme qui a mobilisé des centaines d'heures d'antenne, mais une médiatisation utile pour Marie-Pierre Deguet. Dommage, hein, ça, faut vraiment... Selon la journaliste belge, si la dernière victime de Fourniret s'est sauvée, c'est parce que les journaux avaient médiatisé les crimes du pédophile Marc Dutroux. Je vais vous dire un truc, si la petite Marie, je pense, c'est tout à fait personnel, n'avait pas jamais entendu le nom de Marc Dutroux, parce que si elle s'échappe de la voiture de Fourniret, c'est parce qu'il lui dit « je suis pire que Dutroux ». Comment a-t-elle entendu parler de Marc Dutroux? Par la télé, les journaux, les radios. Si vous dites Marie-Pierre Deguet, on ne le connaît pas, on ne le connaît pas. Mais cette petite-là, qui venait d'être enlevée par Michel Fourniret, à qui il dit « je suis pire que Dutroux », pour cette petite-là, le mot de Marc Dutroux lui fait peur. Et comment a-t-elle entendu parler de Marc Dutroux? Par les télés, les radios, les médias. Donc je pense que c'est important de répercuter ce type de procès. Michel Fourniret était debout dans le box, les yeux clos, la tête haute. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que Michel Fourniret s'était fabriqué une nouvelle tête. Il s'est rasé la barbe, coupé les cheveux lui-même, comme s'il voulait se fabriquer une tête de prisonnier. Peut-être une ultime provocation de la part de Michel Fourniret. Et à quelques mètres de lui, Monique Olivier, séparée par 2 membres du GIPN, elle garde les yeux ouverts mais dans le vide et elle reste impassible à l'énoncé du verdict. C'est une décision attendue, c'est celle qu'espéraient les familles. Monique Olivier et Michel Fourniret ont été condamnés à la perpétuité. Pour Michel Fourniret, c'est la perpétuité. Michel Fourniret est condamné à ne jamais sortir de prison. Monique Olivier, elle, devra y rester au minimum 28 ans. C'est un gâchis. Ah mais c'est un gâchis total. La vie de M. Fourniret est un gâchis total. Sa vie est un cimetière. J'ai dit que sa vie était un cimetière, ce qui est vrai. D'habitude, devant les cours d'assises, on a une pierre tombale. Là, c'est un cimetière. On a été otage de Fourniret pendant ce procès. Les journalistes. Les journalistes, il est parti civil. Je trouve que bon, même le président, le ministère public, en fait, il a réussi à embarquer tout le monde là où il voulait, finalement. Il savait qu'il se prendrait perpète avant. Il se prend perpète. Il n'a rien dévoilé. Il n'a apporté aucune information. C'est lui qui a gagné, finalement. Elle, ça reste un mystère, un vrai mystère. Donc il y a une certaine frustration. Pour beaucoup de journalistes ici, l'affaire, elle n'est pas finie. Parce que quand on a suivi tous les jours les audiences, on voit comment le Fourniret fonctionne,
On ressort en se disant, mais Fourniret a encore laissé beaucoup de cadavres derrière lui, ça oui. On en est tous persuadés à la fin du procès. C'est quelque chose de usant, ça vous prend les nerfs, ça entre en vous. Et ça, voilà, ça aussi, c'est une des leçons de Fourniret, c'est qu'avec Fourniret, pour contrer son effet, le cynisme ne suffit pas. On a essayé au début de rigoler en sortant. On est sortis aux premières audiences, on était bouleversés tous. On a essayé de faire les clowns dehors et ça ne marchait pas. On riait pas de bon cœur. Ces deux accusés-là, ils dégagent une telle toxicité que pour se refaire derrière, il faut trouver autre chose que nos ficelles habituelles. C'est trop fort. C'est trop dur. Dans 2 mois, Pour la dernière sortie du couple diabolique, la foule s'est massée sur les trottoirs. Il ne nous a pas pris l'identité d'Elisabeth. Et notre devoir à nous maintenant, aujourd'hui, hier et demain, c'est de faire en sorte que tout ce qu'elle nous a donné comme beau cadeau de la vie continue à être là et à être défendu. Pour moi, Isabelle a toujours été avec moi. Elle l'est encore. Et c'est elle qui m'a guidé jusqu'à ce jour. Je pense qu'elle continuera à le faire. Salut Stéphane.